Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin, toujours dans l'Opéra-Restaurant pour les Contrepoints de la Santé, une nouvelle émission des Contrepoints de la Santé, hashtag Contrepoint de la Santé avec 2 S au milieu. Très bien, avec Philippe Leduc, Renaud Degas et les équipes, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin ici et maintenant pour un grand sujet de fond, mais aussi un sujet d'actualité, vous en conviendrez. Nous recevons le professeur Jean-François Delfraissy, merci d'être avec nous, et le docteur Emmanuel Leub. Jean-François Delfraissy, vous connaissez, vous êtes évidemment le président du Comité national d'éthique et vous avez été très engagé dans les états généraux de bioéthique. Nous vous interrogerons évidemment sur ce sujet avec Renaud Degas et avec Philippe Leduc, ces états généraux qui vous ont permis de traverser toute la France dans des débats originaux, vous nous en parlerez. Nous avons aimé l'idée avec Philippe et Renaud de vous réunir tous les deux, d'échanger, de réfléchir avec, on peut le dire, 2 générations de médecins. Je rappelle que Jean-François Delfraissy, vous êtes un des grands spécialistes du sida, mais aussi d'Ebola. Vous avez d'ailleurs été récemment le coordonnateur de la task force contre le virus d'Ebola. Emmanuel Leub, vous êtes psychiatre et vous êtes le président des chefs de clinique aujourd'hui. Vous avez été surtout un président actif. Voilà, on vous a bien connu et on se souvient de votre présidence des internes. Donc vous êtes très engagé dans la vie professionnelle des médecins et évidemment des jeunes médecins et de leur avenir. Nous allons parler ensemble ce matin de la réforme de la loi de bioéthique et donc de ces états généraux qui viennent de se terminer. Cette loi embrasse un nombre très disparate de sujets scientifiques et sociétaux. Il s'agit donc bien de l'avenir de l'homme et de la femme. Il s'agit qui est posé, mais aussi évidemment de l'homme et de la femme dans la maladie, des patients, mais aussi dans leur vie. Merci à nos partenaires, je les cite, Point Vision, Carte Blanche, BVA, MSD, le groupe Pasteur Mutualité, Intermutualité Assurance, et je salue ici ce matin nos confrères et amis journalistes. Le sondage BVA nous donnera en fait 2 choses. D'abord un état, comme nous le faisons chaque fois, un état de l'opinion, et puis sur le thème et sur l'actualité des politiques de santé. Mon cher Philippe, première question. Première question, justement. Alors, on va aborder un peu le fond et la forme. Vous allez nous dire ce que recouvrent les états généraux de la bioéthique et de la loi de bioéthique. Comme l'a dit Pascal, c'est des sujets qui sont très disparates. Et puis, on va aussi parler de la forme et de la méthode. Donc, 18 500 personnes ont participé aux 250 débats organisés dans toute la France. Vous avez fait un travail tout à fait colossal. Sur Internet, 29 000 participants ont posté 65 000 contributions. Donc on peut dire que c'est un succès important. Et alors dans notre sondage BVA, Pascal, on s'aperçoit qu'en fin de compte, certes, 55% des Français ont entendu parler des états généraux, mais 7% simplement, beaucoup. Et donc, si on soustrait, 48% un peu. Donc on se demande si vraiment ça a pénétré la France profonde, on pourrait dire. Et puis deuxième observation sur la méthode, 2 thèmes ont été privilégiés dans les contributions, c'est la fin de vie et la PMA. Et on s'aperçoit dans notre sondage qu'en fin de compte, la fin de vie, c'est un vrai sujet pour les Français. Et on en reparlera avec Renaud Degas tout à l'heure. Et la PMA, en revanche, procréation, ça arrive très loin derrière. Est-ce qu'au niveau de la méthode, sensibiliser tous les Français, est-ce que ça n'exacerbe pas certains sujets qui deviennent polémiques? On l'a vu sur les vaccins, il y avait aussi une concertation citoyenne, et en fin de compte, ça n'a pas empêché après d'avoir un débat très houleux. Alors quel est votre regard? Vous allez rendre un rapport à la ministre, mais qui a été reculé, vous nous direz quand vous allez le rendre précisément. Quel est votre regard d'abord sur la méthode, avant de parler du fond, et Emmanuel aussi nous dira comment il a vécu tout ça. Professeur Delfraissy. Alors, sur la méthode, il faut savoir que c'est la première fois que le CCNE organise des états généraux de la bioéthique. En France, on a un modèle particulier de révision de la loi de la bioéthique tous les 7 à 8 ans. C'est un modèle vraiment français qui réunit à un temps donné le politique, le citoyen et les sachants. Moi, quand j'ai pris la tête du CCNE il y a 1 an et demi, je n'étais pas enthousiaste sur l'idée de ces états généraux, on va dire, à titre personnel. Et puis, je me rends compte finalement quand même de l'intérêt. C'est quand même pas la tasse de thé fondamentale des politiques, de parler de bioéthique. Ils ont autre chose. Et d'abord, la plupart ne comprennent rien. Donc il y a une vraie question de les mettre autour de la table sur des sujets aussi complexes. Vous voulez dire les politiques ou les Français ou les citoyens? Alors, d'une part les politiques, et deuxièmement les Français. Mais néanmoins, vraiment je trouve que ces états généraux s'inscrivent dans quelque chose qui m'importe aussi, qui dépasse les états généraux, c'est finalement la question de la démocratie sanitaire.
Et comment on construit et on réfléchit finalement pour poser, mettre sur la table les grandes questions et les grands choix qui sont devant nous. Et donc, je pense que ces choix, évidemment, par exemple, je sais pas, la réforme de l'hôpital, la réforme des CHU, qui n'est pas dans la bioéthique, mais dont on parlera probablement à la fin, est sur la table. Bon, et si on laisse uniquement autour de la table les médecins et les soignants et uniquement les politiques, ça ne va pas le faire. Hein. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode, alors, les États généraux? Alors, on a, sur les États généraux, on a mis en place 4 outils. Vous avez cité les débats en région, c'est un premier point. Il y a le site web, c'en est un second. Il y en a un troisième qui sont les auditions faites par le CCNE. Hein. Plus de 150 auditions, à la fois des associations, mais aussi des sociétés savantes, des grands courants de pensée religieux, d'un certain nombre de start-up dans le domaine, par exemple, du numérique et santé, et puis une vision un peu internationale. Et puis enfin, on a un comité citoyen, qui n'est pas un jury citoyen. Un comité citoyen, c'est quoi? C'est un objet nouveau. C'est une sélection de 22 personnes, 11 femmes, 11 hommes, Paris, province, Saint-Élo, plutôt manœuvre, représentants de l'outre-mer également, et qu'on réunit 5 week-ends, pas de suite, mais enfin sur 3 mois, et qui ont un regard critique sur l'ensemble du processus. Et on a eu beaucoup de chance parce que ce comité citoyen a extrêmement bien fonctionné. Il y a une sorte, vous savez, ça arrive, hein, des phénomènes de groupes qui tout d'un coup se mettent à marcher, et donc qui à partir de là vont donner aussi 2 opinions, l'un sur fin de vie et suicide assisté, et l'autre, beaucoup plus technique, entre guillemets, sur l'utilisation éventuelle de la génomique en population générale. Ah, pour vous, c'est une bonne méthode, alors? D'abord, je suis très mal placé pour le dire, parce que on l'a organisé. Alors, je vais dire que c'est une bonne méthode. Non, je vais dire que c'est une méthode qui a permis de réveiller, entre guillemets, une certaine forme d'appétence, entre guillemets, de réflexion autour de la bioéthique. On peut mieux faire. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. On n'a pas touché toute une classe de la population. On n'avait pas les moyens, par exemple, d'avoir des spots télé, d'avoir des spots de relance sur les grandes chaînes, puisque je vous rappelle que le CCNE est un organisme indépendant et que les États généraux sont une première phase avant la révision de la loi, mais qu'on fait très attention d'être en dehors du modèle politique. Le modèle politique, il viendra dans un deuxième temps. Quels sont les financements, monsieur, du CCNE, pour savoir? Écoutez, les États généraux, alors le financement du CCNE annuel, je dirais, c'est de l'ordre à peu près de 400 000 euros par an. Hein. Et les États généraux, on a fait ça, on va faire ça avec à peu près 900 000 euros. Oui, puisque nous ne sommes pas chez notre confrère, excellent confrère Jean-Jacques Bourdin, nous nous intéressons notamment à la manière dont les médecins ou les professionnels de santé, d'une manière générale, ont vécu ces États généraux. Quel a été l'engagement de vos confrères? Alors, au niveau individuel, je pense relativement faible. Hein, soyons objectifs. Sauf, évidemment, des gens qui sont intéressés par les sujets. Au niveau plus organisation, il a été, je pense, important. Sur les 150 auditions, on a eu à peu près une 50aine d'auditions de sociétés savantes. C'est quoi les sociétés savantes? C'est par exemple la Société française de thérapie cellulaire, c'est les neurosciences, c'est les gens qui s'occupent de transplantation. Donc sur tous les sujets qui faisaient partie du périmètre, toutes les grandes structures, entre guillemets, ont été interrogés. Les syndicats, l'ordre, les ordres. Alors, les ordres, l'ordre des médecins n'a finalement pas voulu être auditionné. Pourquoi? J'en sais rien, c'est chacun son truc. Hein. Non, mais c'est étonnant. Et par contre, ils m'ont invité à venir présenter les États généraux. Donc, j'ai passé 2 heures avec l'ensemble de l'ordre des médecins. Parce qu'ils n'avaient pas d'idées, selon vous? Ah si, ils ont plein d'idées, mais je pense qu'ils se sont réservés, entre guillemets, pour le deuxième temps, qui est le temps plus politique, qui va être important aussi. Il va y avoir une sorte de lobbying, parce que c'est pas parce qu'on va annoncer un certain nombre de possibles décisions que ces décisions vont être prises par nos députés. C'est autre chose, c'est une deuxième étape. Emmanuel Lob, alors jeune médecin, enfin plus tout jeune d'ailleurs, psychiatre, quel est le regard un peu on pourrait dire du profane, en tout cas du médecin sur ces États généraux? Est-ce que vous y avez participé? En tant qu'organisation représentative, pas tellement. Je ne crois pas qu'on ait fait de propositions ni de recommandations. Contrairement à, j'ai vu les très jeunes, notamment l'association des étudiants en médecine de France a fait des propositions et des contributions. Il y a même, sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Très, très bien fait, j'ai trouvé. Voilà, il a fait un tour de France au sein des universités, des UFR de médecine, voire UFR de santé, sur quelle était un peu l'opinion des jeunes étudiants en médecine sur justement ces thématiques.
J'étais très impressionné aussi justement de découvrir le nombre de participants, de contributions à ce type de débat. Je pense qu'en tant que jeune professionnel qui sommes pris dans les soins, je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui un temps on va dire intellectuel disponible justement pour pouvoir poser ce genre de questions, alors qu'effectivement les jeunes professionnels sont les premiers impactés par les révolutions médico-techniques et les visions sociétales qui seront en prise avec leurs pratiques au quotidien. Vous étudiez ces sujets à la faculté ? Alors, il y a effectivement de plus en plus une sensibilisation à la notion d'éthique médicale, notamment à travers la première année de médecine, mais aussi tout au long du cursus, bien qu'il n'y ait pas vraiment de possibilité de développer, ou en tout cas c'est encore assez rare, de développer des doubles cursus au sens propre, avec la possibilité, à côté des études de médecine, de pouvoir développer donc une compétence spécifique en éthique via un master en philosophie, etc. Donc pour l'instant, c'est encore assez compliqué puisque la vision médicale est assez auto-centrée, hein, c'est-à-dire qu'en dehors de médecine, point de salut. Et donc parfois, effectivement, il peut y avoir des difficultés à élargir un peu son champ de vision. Donc là-dessus, je pense qu'effectivement, pour les jeunes professionnels, et ça a été très bien dit, peut-être qu'il y a une difficulté à prendre le temps nécessaire à la réflexion, alors que ce serait quand même, à mon avis, d'une importance assez prégnante. Ce qui m'a aussi marqué, c'est effectivement les deux débats principaux, en tout cas les deux thèmes principaux qui sont ressortis de cette consultation, qui au final n'ont pas grand-chose à voir avec à mon sens, avec les révolutions médico-techniques, mais qui sont vraiment des questions de société, de comment Vous parlez de quoi? À la fois donc de la fin de vie et la PMA. Et de la PMA. Oui, enfin, c'est pas un hasard non plus que les Français s'interrogent sur ces sujets. Je voulais revenir avec ça. Non, mais ce que veut dire Emmanuel, c'est que c'est pas la médecine, c'est la société. Voilà, c'est ça qui est intéressant en fin de compte. Oui, oui, d'accord, mais enfin, la fin de vie et la PMA intéressent particulièrement les médecins et les professionnels. Et on ne va pas faire le débat entre nous. Non, il faut la bioéthique, justement, Jean-François Delfrécy, les sujets sont très disparates. Alors, qui a fixé ces 9 thèmes ? Parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, il y a des sciences et des techniques qui intéressent d'autres choses, il pourrait y en avoir moins. C'est vrai que la fin de vie, ce n'est pas tellement un problème technique. Comme l'a dit la ministre d'ailleurs, ça ne fera pas partie forcément de la loi bioéthique parce que ça ne colle pas avec les progrès techniques. Qui a défini la bioéthique en France ? On a quand même été un peu surpris, mais enfin intéressé à la réflexion. On a pensé que vous aviez raison. Vous voyez, on ne fait pas de débat contradictoire, mais simplement se dire l'intelligence artificielle, les robots, qu'est-ce que ça vient faire dans vos réflexions ? Alors, le périmètre des États généraux, il a été fixé par le CCNE lui-même. Et je peux le dire publiquement, hein, il y a vraiment ces deux temps, j'insiste, hein, les États généraux et ensuite la construction de la loi. Bon. Les États généraux, c'est essayer de palper, de sentir, de faire remonter une série de ce que pensent un peu à la fois nos concitoyens et les professionnels de santé. Et on a fixé donc au CCNE le périmètre des États généraux de façon totalement indépendante. Je le dis aussi, aucune pression politique. Moi, quand je suis allé voir en juin, il y a pile un an, quand le gouvernement Macron venait d'arriver, je leur ai dit, vous voulez vous lancer dans les États généraux là tout de suite ou c'est dans un deuxième temps ? Ils m'ont dit, la seule truc que j'ai eu, et j'ai vu le président à ce moment-là, c'est oui, on tiendra ce qui était programmé en 2018-2019. Vous avez bien sûr, vous êtes une instance autonome et vous avez totalement les mains libres. La seule chose, essayez de nous rendre une copie pour juillet 2018. Donc, ce qui était fort, hein, parce que c'est un agenda qui est difficile, qui a été difficile à tenir. Mais qu'est-ce qui a présidé à vos choix ? Et alors, sur les choix, thèmes. sur les les autres thèmes, c'est des thèmes qui sont liés à la technologie, la génomique, les neurosciences. On a rajouté ce qui était tout le numérique et santé. C'est la première fois qu'on va en parler dans une loi de bioéthique, parce que c'est une vraie innovation majeure, peut-être pas d'ordre scientifique, mais en tout cas d'ordre technologique. On a porté un sujet qui a moyennement marché, qui est autour de santé et environnement. Et puis il y a les autres sujets. C'est dommage parce qu'aujourd'hui on annonce que dans la loi sur. Et on va voir que dans notre sondage, santé et environnement sort très très fort. Oui, et alors je reviens juste pour vous expliquer pourquoi on a mis, et je regrette absolument pas, hein, j'assume totalement l'aspect fin de vie et l'aspect procréation. Parce que si on a des états généraux tous les 7 à 8 ans, vous imaginez si je venais vous parler aujourd'hui sans avoir envisagé et sans avoir eu un retour des états généraux autour de ces deux sujets, vous diriez il est à côté de la plaque et vous auriez raison. Bon. Donc une fois de plus, on les a mis dans l'agenda, il y a eu de longues discussions autour de ça, qui n'ont pas été dominantes, hein, je m'empresse de le dire, contrairement à ce qu'a raconté la presse, les chiffres sont là, et il y a 4 sujets qui sont sortis, c'est bien sûr la PMA, bien sûr la fin de vie, mais aussi la génomique, mais aussi un sujet qui est complètement sorti des États généraux, qu'on n'avait pas mis dans les périmètres, c'est
la place du citoyen dans les nouveaux systèmes de soins. Et là, évidemment, c'est son inquiétude qu'il a par rapport à ce qui va se passer. Mais Donc, 45% des contributions concernent la PMA quand même. Non, sur le site web. Voilà, d'accord. Sur le site web. Mais une fois de plus, aucun des outils qu'on a mis en place n'est le bon outil. Tous ces outils ne sont pas bons. Donc vous dire que le site web a été colonisé par les anti-PMA? Il y a eu, oui, enfin le site web, est-ce que d'abord c'est un bon outil pour discuter de sujets aussi difficiles, aussi complexes que la bioéthique? Je n'en suis pas totalement persuadé. Mais là aussi, ne pas avoir de site web en 2018, ça serait totalement incohérent. Inversement, les autres outils ont permis de faire ressortir autre chose. Je le répète, dans la discussion et de la construction de tout ça, aucun des outils n'est le bon. Tous ces outils peuvent être critiqués. C'est bien d'ailleurs de les critiquer. Donnez-moi de nouvelles idées pour le futur, parce que j'ai des nouvelles idées avec le CCNE, mais donnez-moi de nouvelles idées pour le futur. Et c'est la conjonction de ces différents outils, je dirais comme un enfant, où vous lui jetez un pulse, et puis tout d'un coup, il y a quelques morceaux du pulse qui commencent à s'assembler. Je voudrais vous poser... Et nous sommes là-dedans. Non, mais sur le rapport, Pascal, c'est peut-être important. On a l'impression que vous avez des difficultés à donner votre rapport à la ministre, qui a dit que ça serait reculé à la fin de l'été. C'est exact? Vous allez le rendre quand, ce rapport? Non, aucune difficulté. Mais vraiment, hein. On vous croit. On a 2 temps. On a 2 temps. Le CCNE s'est mis en veilleuse depuis 4 mois. Il est là pour écouter et pour essayer de rassembler ce qu'il a vu, lu et entendu. Et donc on fait un rapport de synthèse sur les états généraux que nous donnons d'abord à l'OPEX, c'est dans la loi, et puis je trouvais logique de le passer aussi à notre ministre de la Santé, de la Recherche et de la Justice, car même si la loi sera portée par la Santé en interministériel, les 2 autres ministères sont importants. Et puis ensuite, nous reprenons notre liberté. Et le CCNE, vous le savez, travaille sous forme d'avis. On vient de sortir un avis sur le vieillissement avec un certain retentissement d'ailleurs. Eh bien, nous reprenons notre liberté sur l'avis sur la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qui est important, quel point sur lequel il faut appuyer, et nous rendrons cet avis. On avait évoqué de le rendre en juillet. C'était un peu court. C'est vraiment, moi j'ai soumis le CCNE à une course très très rapide. Et donc finalement, nous avons décidé de le donner début septembre. Oui, on n'a pas, ici, Monsieur Delfraissy, on n'a pas tendance, comme ailleurs éventuellement, à vous faire des procès sur la méthode. Pour autant, moi j'ai été assez frappé par un point, c'est que vous avez effectivement, vous venez de le dire, vous avez plusieurs fois dit que vous ne donnez pas votre avis dans cette période. On peut vous comprendre, mais enfin, on sait bien que individuellement et collectivement, le CCNE a des avis à donner. Enfin, vous pensez quelque chose sur tel et tel sujet. Vous avez une opinion sur la PMA, par exemple. Mais vous dites que vous ne voulez pas la donner. Et c'est peut-être cela qui a gêné les observateurs, non? Ma question. Non, mais c'est une bonne question et vous avez raison de me la poser. Je vais essayer encore de clarifier. Oui, en effet, il y a 2 temps. Il y a un temps de retour des États généraux. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ces États généraux? On a mobilisé des personnes, on a mobilisé les espaces éthiques régionaux en région, que je remercie d'ailleurs publiquement de s'être mobilisés, les débats, les auditions, les gens sont venus, les auditions, ils ont produit 3 pages pour venir en disant « voilà ce que je souhaite ». Tout ça est d'une transparence complète, c'est sur le site web. Bon, on leur doit un retour, de synthèse. Ce retour de synthèse du CCNE sur les États généraux, c'est un rapport qui est assez neutre. Voilà ce que nous avons entendu. Y a-t-il consensus sur la PMA? Ou n'y a-t-il pas consensus? Qu'est-ce que nous avons entendu sur la fin de vie? Qu'est-ce que nous avons entendu sur l'ouverture de la génomique en population générale, qui est un des sujets possiblement? Qu'est-ce que nous avons entendu sur éventuellement la levée de l'anonymat du don? Voilà, nous livrons ça. Et puis après, on est une bande d'intellos, entre guillemets, avec des idées. On reprend nos idées, on reprend notre liberté et on rend notre avis de CCNE en septembre. En matière d'intello, nous sommes servis. Nous en avons un jeune médecin intello, un psychiatre. Alors, dans tous ces 9 thèmes, est-ce que, revenez là-dessus, est-ce que les jeunes médecins que vous êtes, et responsables d'ailleurs de la vie professionnelle des médecins, en tout cas des jeunes, des plus jeunes d'entre eux, qu'est-ce que c'est qui les intéresse particulièrement à votre avis? C'est-à-dire, est-ce que c'est la GPA? Est-ce que c'est la PMA? Alors, la GPA, on va en reparler évidemment. PMA, alors, Emmanuel Loeb. Ou alors c'est l'intelligence artificielle, c'est les nouvelles technologies, à votre avis?
Je crois qu'il y a peut-être 3 niveaux. Justement, pour ce qui est GPA, PMA, fin de vie, je pense que chaque jeune professionnel en tant qu'il est aussi citoyen, et donc il y a des choix propres à faire au sein de sa conscience, et que donc probablement qu'il n'y a pas on va dire une homogénéité, une unification des façons de penser au sein de la jeune génération comme au sein de la société. Donc ça va être difficile de pouvoir dire qu'il y aurait une globalisation des visions de chacun dans sa pratique au quotidien. C'est peut-être d'ailleurs toute la problématique des enjeux de bioéthique, c'est justement comment unir sous un même, on va dire, une même représentation des pratiques médicales différentes. Et on a vu à quel point ça pouvait être difficile il n'y a pas très longtemps, rien qu'avec les vaccins, qui pourtant ne sont quand même pas un débat de dernière génération. Ensuite, je pense que dans la pratique au quotidien, il faut aussi distinguer la problématique du premier recours, et donc de l'organisation des soins, dans lesquels, bien évidemment, les nouvelles données, les nouvelles accès aux banques de données et la manière de les collecter va forcément impacter la pratique médicale et la pratique en santé. On peut imaginer demain qu'une plateforme puisse coordonner à elle seule l'organisation des soins, et donc peut-être que chacun des acteurs qui on va dire, qui travaille au sein des soins de premier recours devra se saisir de ces technologies, et aussi faire attention à ce que certaines entités économiques ne veuillent pas porter atteinte à l'autonomie et à l'indépendance des pratiques, qui aussi on va dire, de ressort. Oui, ça peut concerner directement l'exercice médical, hein, voilà, très clairement. Voilà. Donc ça, et le troisième niveau, c'est vraiment donc plutôt sur les avancées médico-techniques. Effectivement, il y a l'émergence de biomarqueurs qui vont être de plus en plus présents dans nombre de spécialités. On le voit déjà très clairement pour tout ce qui sont les pathologies tumorales. Pour ce qui est de ma spécialité, donc la psychiatrie, mais on va dire au sens plus large des neurosciences, qui sont des spécialités aujourd'hui qui sont quand même une vision très clinique, mais qui, à mon avis, on peut l'espérer, au fil des années à venir, vont se remédicaliser au sens où elles vont pouvoir avoir accès à des biomarqueurs. Je ne suis pas sûr que remédicalisation biomarqueur, mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là qui apparaît, et qu'effectivement, probablement qu'il va falloir aussi accepter un temps d'émergence des biomarqueurs. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec le déremboursement des médicaments anti-Alzheimer, c'est-à-dire qu'il faut aussi que la population accepte dans un premier temps de pouvoir faire émerger ces biomarqueurs et ne pas pouvoir en bénéficier pour cette génération-là, et que dans un deuxième temps, effectivement, quand ces biomarqueurs pourront sortir et émerger, quelle utilisation on en fait. Vous avez le sentiment que les professionnels de santé, et notamment d'ailleurs les jeunes, enfin les jeunes et les autres, sont vraiment sollicités, comme on dit, par ces sujets, ou alors ce sont des sujets de tribune, comme vous l'avez dit, un peu d'intello. Et en réalité, chez les professionnels de santé, je suis très attaché à savoir si les médecins, parce que c'est quand même des questions fondamentales, et les infirmiers notamment, mais les pharmaciens aussi, enfin tous les professionnels de santé, prennent conscience de l'intérêt de ces sujets. Alors très rapidement, avant qu'on voit ce qu'en pensent les Français, alors les professionnels... Et puis il faudrait revenir aussi, parce que vous en avez parlé, sur les vaccins. Emmanuel a raison. Après, on va d'abord... Non, sur les professionnels de santé, moi je pense qu'on peut mieux faire. Hein. Je suis pas un éthicien professionnel, hein, vous le savez pas, mais ça a été rappelé, hein, je suis un spécialiste des maladies infectieuses, et on m'a confié le CCNE. J'ai un regard un peu nouveau, hein, sur sa place, qui est de, finalement, qu'est-ce qu'est la bioéthique, hein, on aurait peut-être pu démarrer par ça, qui est sur cet équilibre très difficile à trouver entre, d'une part, les avancées scientifiques et les avancées technologiques majeures, hein, un renouvellement des connaissances de 50% tous les 5 ans dans le domaine, 3000 publications par jour, hein, donc c'est heureusement qu'on a les big data, sinon on ne s'en sort pas, et donc qui pousse, et la science doit avancer, de toute façon on ne l'arrêtera pas. Hein. Voilà, ma position, elle est très claire. Bon. Et globalement, reconnaissons que la science, et la science médicale, a apporté beaucoup de choses. On peut toujours être critique, mais elle a apporté beaucoup de choses. Et de l'autre côté, une société qui évolue. La France de 2018 n'est pas la France d'il y a 50 ans. La France des campagnes, on est une société urbaine. Les notions de famille, la notion même de famille, par exemple sur des sujets sociétaux, a beaucoup évolué au cours des dernières années. Et donc, c'est comment est-ce qu'on relie finalement ces avancées scientifiques où tout n'est pas bon à prendre à un temps donné, et avec des avancées sociétales qui font 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et comment on arrive à trouver un équilibre pas facile,
finalement, entre ces deux visions. C'est ça, finalement, la vision de la bioéthique de 2018. Et là-dedans, les professionnels de santé sont un élément important, mais moi qui suis un professionnel de santé, moi qui ai eu vraiment les mains dans le cambouis à l'hôpital, je peux vous le dire, et sur des situations difficiles, ce que m'a appris le VIH aussi, c'est que le cœur de notre action, ce n'est pas faire plaisir aux politiques, ce n'est pas faire plaisir aux professionnels de santé, mais il est autour du patient. L'ensemble du système de soins, il est construit autour du patient. Et c'est ce qui m'intéresse dans les États généraux et finalement dans cette ébauche de débat de démocratie. Alors voyons dans notre sondage ce qu'en pensent justement les Français et les patients. Et nous vous interrogerons d'ailleurs également sur ce que pense un autre médecin qui est aussi évêque de Paris, si vous le voulez bien. Et le président de la République aussi. Renaud, avant de nous donner le résultat, le classement des thèmes d'intérêt pour les Français, on fait un baromètre d'opinion sur le pouvoir public. Pascal devait en parler au début, il ne l'a pas fait, donc c'est Renaud qui va le faire. Oui, on analyse chaque fois la cote de popularité de la ministre et du gouvernement en matière de santé. Alors, il y a une rechute. Alors, allez-y, Renaud. Un petit temps de silence entre les deux. Okay. Il y a donc tous les mois avec notre partenaire BVA, les contrepoints de la santé font un baromètre, suit un petit peu l'évolution de l'opinion, contrairement sur les actions de la politique de santé du gouvernement. Après une petite embellie le mois dernier avec des opinions favorables globales à 37%, on redescend un petit peu à 31%. Voilà, donc c'est pas stabilisé pour l'instant autour de l'action santé. Concernant le sujet du jour, BVA a fait cet exercice intéressant et ça peut être un des outils d'ailleurs de la réflexion de classement des 9 thèmes sur le nombre de citations et ils ne correspondent pas tout à fait à ce qui occupe en fait les spécialistes aujourd'hui. Très nettement, il y a 3 thèmes qui se détachent. Le premier, ça par contre, c'est consensuel, c'est la prise en charge de fin de vie avec 74% de citations. Le deuxième, peut-être plus étonnant, quoique la santé et l'environnement, avec 65% de citations, comme étant un sujet important. Et le troisième, c'est dons et transplantation d'organes, avec 42% de citations. Et les autres thèmes, c'est vraiment nettement en dessous. Distinguons les 2 derniers thèmes qui, étonnants. Le 8e des 9e, c'est la thématique de procréation et société, qui ne recueille que 19% de citations comme étant un sujet important pour les Français, en tout cas pour ce sondage-là. Et le 9e, l'intelligence artificielle, qui arrive en dernier recours. Et la robotique, voilà. Voilà, c'est intelligence artificielle et robotique. Il n'y a pas une conscience de danger, en tout cas, j'ai l'impression. Et puis sur la PMA, juste un mot, puisqu'elle fait partie de la thématique procréation. Bien que ça soit peu cité, il y a eu un focus sur la PMA des femmes célibataires, seules. Quand on les interroge sur la thématique, les Français sont à 56% favorables à la PMA pour les femmes seules, et 41% opposés, ce qui est quand même encore un peu un résultat clivant. Quoi, et on reviendra tout à l'heure sur la fin de vie. Sur la fin de vie tout à l'heure. Il y a un enseignement très fort. Oui. Simplement, parce que le sujet est important, toutes les références sur ce sondage, sous le contrôle de Odile Pexoto, que nous saluons de BVA, vous pouvez avoir accès aux échantillons et à la manière de travailler. BVA vous transmettra tout cela. Parce qu'effectivement, c'est quand même important sur ces sujets sociétaux que les choses soient bien claires et bien faites. Comme tous les mois, c'est en ligne sur le site La Veille des acteurs santé. Alors Emmanuel, avec les vidéos. Quel regard vous avez sur ce sondage? Est-ce que ça correspond à vos interrogations? Est-ce que vous trouvez que les Français sont logiques? Et puis ensuite, Jean-François Devessy nous dira si les États généraux... Les 3 premiers, c'est fin de vie, environnement et société et santé. Et le 3e, c'est transplantation. Les dons, je pense. Dons d'organes, transplantation. Dons et transplantation, oui. J'ai du mal par contre à comprendre ce qui fait que justement il puisse y avoir un décalage entre ce qui est annoncé ici et puis ce qui ressortait des États généraux. Bon, c'est un premier point qui était étonnant, puisqu'effectivement on pourrait pratiquement dire qu'il y a un schéma inversé entre cette consultation et celle qui ressort, en tout cas dans la presse, dans les médias, des États généraux de la bioéthique. Pour ce qui est de la fin de vie, je
pense que c'est quand même quelque chose qui est très intrinsèquement lié à chacun d'entre nous et à chacun de nos proches. Voilà, c'est vraiment un sujet auquel chaque personne est à peu près confrontée. Donc probablement que ça doit avoir une résonance avec son propre vécu, et donc probablement, mais ça c'est des supputations, hein, que ça attire une attention toute particulière sur ces sujets-là, qui sont d'ailleurs régulièrement repris au sein des médias, et donc il y a un effet d'auto-entraînement qui peut expliquer peut-être que... Mais le fait que l'intelligence artificielle, dont on parle énormément aussi, et la robotique ne soit pas un sujet qui passionne les Français, alors que ça passionne justement les professionnels, quelle est votre réaction ? Probablement que c'est l'intelligence artificielle qui est derrière tout ça pour rester caché, je pense. Mais non, je sais pas ce qui fait. Peut-être qu'il y a... Peut-être que là, c'est une enquête ponctuelle, je ne sais pas vraiment quelle est sa représentativité. Après, je ne sais pas non plus aujourd'hui quelle est la notion de connaissance de la population générale sur l'intelligence artificielle. Je ne sais même pas d'ailleurs quel est le propre niveau de la communauté médicale de l'intelligence artificielle, parce que la vision que chacun en a peut être assez différente. Même certains journalistes n'ont pas tout compris. Voilà. C'est en devenir, de toute façon. Jean-François Delfraissy, alors, est-ce que ça correspond à ce que vous avez fait remonter vous nous l'avez expliqué, il y a Internet qui favorise certaines expressions, et puis il y a les débats, il y a les contributions. Mais alors, globalement, est-ce que ça recoupe ce que vous pensiez ? Voilà, et petite question, parce que le temps passe. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas parlé de GPA. Une question, l'une après l'autre, Pascal. D'abord, j'ai envie de vous répondre que la bioéthique ne se construit pas par les sondages. Parce que, somme toute, on aurait pu pas faire tout ce qu'on a fait, et puis se payer un sondage en janvier, un sondage en février, un sondage en mars, un sondage en avril, et puis rendre des résultats des sondages. Et j'aurais passé d'ailleurs un hiver plus tranquille. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un partenaire comme BVA, Bon. M. Delfraissy. Non, mais c'est quelque chose de différent. Ça veut dire que ce qui est intéressant dans la construction de la bioéthique, je sais que c'est un peu difficile sur un petit déjeuner, mais je vais quand même insister là-dessus. C'est finalement pas tellement la position de X ou de Y, c'est les arguments qu'il donne pour arriver à cette position. Et c'est bien là, parce que ça veut dire que s'il a des arguments, ça veut dire qu'il a construit sa pensée, soit à titre individuel, soit au titre d'association. Bon. Et les sondages, ça a démarré par un sondage de La Croix début janvier, hein, qui donnait d'ailleurs d'autres résultats. Et il y a encore un sondage qui sortira probablement après qu'on ait rendu notre rapport de synthèse. Non, mais c'est intéressant, ça permet de mesurer l'état de l'opinion, quand même. Alors, mais une fois de plus, c'est bien, et c'est bien qu'il y ait des sondages, mais mettons-les dans le cadre de la bioéthique, hein, en tout cas à leur juste place. Alors, néanmoins, il y a quand même un fait très fort, et moi je suis totalement d'accord, et ça sort aussi dans les États généraux, hein, c'est la réflexion des Français et de nos concitoyens sur la fin de vie. Parce que c'est un sujet, voilà, tu l'as très bien dit, hein, qui nous touche tous à titre personnel à des degrés divers. Les professionnels, mais aussi à des degrés divers. Par contre, sur la transplantation, c'est un sujet qui, dans les États généraux, est apparu assez solide. On a un modèle français qui est robuste, hein, avec quand même quelques grandes valeurs. Le don anonyme, gratuit, et qui n'ont pas fait photo. Enfin, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que les citoyens ont considéré que c'était le modèle qu'il fallait poursuivre et conforter et perdurer, en tout cas sur le don d'organes. Et là où, en effet, je suis content dans une certaine mesure, c'est santé et environnement, alors que nous, je vous l'ai dit, on l'avait mis, on pensait que ça allait faire du buzz et qu'il y aurait vraiment des réactions autour du sujet. Eh bien, nous n'avons pas réussi à intéresser suffisamment les Français sur ce sujet, mais parce qu'il y avait autre chose, il y avait aussi... et je pense que c'est partie remise et ça fera l'objet de ce qui se fera après les États généraux. Alors, il y a un sujet qui tient à cœur, vous l'avez compris, de Pascal, c'est la PMA, la GPA. Alors, est-ce que le débat n'est pas biaisé quand même? Parce que le président de la République a dit qu'il était favorable, vous aussi, j'ai l'impression, c'est même plus qu'une impression, donc... enfin, vous êtes prononcé sur la PMA, j'ai rien lu sur la GPA, vous. Alors... vous avez parlé de... Alors, est-ce qu'en fin de compte... Didier Sicard, il y a eu quelques polémiques, votre prédécesseur... Est-ce qu'en fin de compte, la récréation n'est pas sifflée quand même? Est-ce que, de toute façon, ça se fera? Donc, pourquoi tout ça? Sur PMA, GPA, quel est votre regard là-dessus? Vis-à-vis de l'opinion publique, où quand même, il y a eu une montée en puissance très forte sur le site Internet. On a l'impression que la ministre de la Santé est un peu en recul pour ne pas faire trop de polémiques. Comment vous allez vous en sortir? Alors, d'abord, le CCNE a rendu l'avis sur Procréation et Société en juin 2017, c'est-à-dire avant les États généraux. Hein. Le CCNE réfléchissait sur cet avis depuis 3 ans et demi.
Moi, j'ai souhaité qu'ils le sortent avant les États généraux, de façon justement à être libre et à pouvoir exercer notre ton neutre au cours des États généraux. On a pris un avis sur la PMA, l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, où en gros 2/3 des membres du CCNE ont considéré qu'il fallait l'ouvrir, et 1/3 s'est mis dans un devoir de réserve. Sur la GPA, toujours dans le même avis du CCNE de juin 2017, par contre, il y a une quasi-unanimité pour considérer que la GPA actuelle, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est proposée, ne correspond pas finalement à un certain nombre de grandes réflexions éthiques et pose en particulier le problème de la marchandisation du corps, qui est une des vraies questions. Voilà. Donc, alors, sur les débats en région, écoutez, bon, voilà, on sort le rapport de synthèse dans 5 jours, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a dedans, mais je peux vous dire qu'il n'y a pas finalement il n'y a pas eu de discussion majeure autour de la GPA, et que globalement, autant on ne sent pas un pays apaisé autour de la PMA, et ça rejoint à peu près le sondage que vous avez indiqué, autant sur la GPA, il y a une large majorité qui n'est pas en faveur de la GPA. Monsieur Delfraissy, sans nous dire des secrets, est-ce que vous avez eu des discussions personnelles avec le nouvel archevêque, je crois qu'il est archevêque de Paris, qui est médecin, sur ces sujets? Alors, il faut savoir que dans les membres du CCNE, le CCNE, c'est donc une instance, je vous l'ai dit, autonome. On est 40 membres, il y a le président du CCNE est nommé directement par le président de la République, et les autres membres sont nommés par les grandes institutions de recherche, les différents ministères. Il y a un représentant du Conseil d'État, de la Cour de casse. C'est très multidisciplinaire, c'est 1/3 de médecins et de scientifiques, puis il y a des philosophes, des ethnologues, etc., etc. Et il y a des représentants des grands courants de pensée, qui ont pendant été longtemps au CCNE, par exemple pour les catholiques, des prêtres, et maintenant ce n'est plus le cas, et c'est une de nos confrères, de vos confrères d'ailleurs, Dominique Lignot, qui est l'ancienne rédactrice en chef de La Croix. Donc, et moi je suis arrivé en regardant ça, j'ai un peu découvert, et en fait tout ça s'oublie, c'est-à-dire qu'ils ne prennent jamais la parole en disant que voilà la position catho, voilà la position protestante, etc. Alors sur le nouvel archevêque, oui bien sûr, j'ai été amené à le rencontrer. Eh bien voilà, il est prêtre, il est médecin et il est archevêque. Voilà. Et donc il est très opposé à la PMA. Et les autres religions, juives et musulmanes? Bien sûr, ils ont tous été auditionnés. Oui. Ils ont tous... mais qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet globalement? En quelques minutes, je suis désolé, c'est un petit déjeuner rapide. Mais... Non, il y a des disparités. C'est-à-dire que, je vais vous donner une vraie disparité. Si vous interrogez la haute hiérarchie catholique actuellement, elle est contre l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. C'est clair. Mais quand vous l'interrogez plus précisément, comme nous le faisons au niveau du CCNE, eh bien, la haute hiérarchie catholique est contre la PMA en général. C'est-à-dire la PMA comme technique de réponse à l'infertilité d'un couple hétéro standard, à peu près 60 000 PMA par an en France. La haute hiérarchie catholique dit nous sommes contre cette technique de la PMA parce qu'elle ne correspond pas à l'ensemble d'une vision, en tout cas, qui existe au niveau de la hiérarchie catholique. Je m'empresse de dire que c'est probablement pas quand même la vision de tous les catholiques. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, on arrive à rentrer dans des choses de ce type. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la vision protestante. C'est le cas exactement sur le même sujet de la vision musulmane. Et ce n'est pas le cas. Précisez-la quand même, reprécisez-la. Eh bien, la vision musulmane a une position qui est... La religion musulmane, en tout cas, vous savez, c'est plus compliqué parce que les représentants, il y a moins ce phénomène hiérarchique, hein, mais ont le même type de position globalement que la hiérarchie catholique. C'est-à-dire, ils sont contre l'utilisation de la procréation médicale assistée en général et pas seulement sur les couples de femmes seules ou les couples ou les femmes seules. Et les juifs? Et les juifs sont pour l'utilisation de la PMA quand il s'agit d'un acte médical qui rend et qui apporte quelque chose pour finalement apporter une réponse à des couples stériles, et plus en retrait pour l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes quand il y a uniquement une vision sociétale. Pascal, merci. On va passer à la fin de vie parce qu'on a un élément du sondage qui est très parlant, très tranché, que va nous donner Renaud.
sur disposer de sa mort en dehors d'une pathologie grave. Quelle est la position des Français? Oui, la question du sondage, alors là, ce n'est qu'un sondage, est assez étonnante puisque c'est la fin de vie, gérer sa fin de vie, y compris hors de maladies graves. 69% des Français dans ce sondage se prononcent de façon favorable à être libre pour choisir et pour gérer sa fin de vie. Voilà, c'est un chiffre brut. Donc 69% de pouvoir disposer de pouvoir mourir, et pas forcément en Suisse. Emmanuel, vous avez bien compris la... Oui. Je ne sais pas ce que vous entendez par hors maladie grave. Bah, si on n'est pas mourant. Pas dans le cas d'un contexte quand vous posez la question, les gens ne sont pas en fin de vie. Voilà, exactement. Okay. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Non, maintenant, vous avez compris la question, donc vous allez nous donner votre réponse. Est-ce que c'est un problème médical, finalement? Quelqu'un qui va bien, qui n'a pas une maladie qui va l'emporter très rapidement. C'est la loi NEETI, c'est endormir pour mourir sans souffrir, mais quand ça va commencer à aller très mal, les Français, manifestement, veulent pouvoir décider de leur fin de vie. Ouais, je pense que... Alors, je vais donner le point de vue de psychiatre, parce qu'il est, à mon sens, intéressant à deux titres. Premièrement, sur la maladie psychiatrique en tant que telle, notamment les troubles de l'humeur, que ce soit la dépression ou le trouble bipolaire, il peut exister de façon préexistante, concomitante, ce qu'on appelle des crises suicidaires, avec des souffrances morales et psychiques très importantes, qui sont décrites pratiquement à la même hauteur que les souffrances physiques, et pour lesquelles certains patients vont demander à pouvoir accéder aussi à la fin de vie. Pour autant, l'une des missions qui est confiée aux psychiatres est justement d'aider tant que faire se peut les personnes en souffrance psychique et morale. Donc vous imaginez bien que si on considère, et c'est mon cas, la maladie psychiatrique comme tout autre trouble quel qu'il soit, il y a une interrogation sur ce qui permettrait d'accéder à une demande de fin de vie dans d'autres troubles que les troubles psychiatriques, et pas dans les troubles psychiatriques, d'autant plus qu'en psychiatrie, on a aussi les soins sans consentement, et que la crise suicidaire fait partie des motifs pour lesquels on peut être amené à mettre en place des soins sans consentement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il arrive aussi, donc moi je travaille au Kremlin-Bicêtre, donc au sein d'un CHU, qui donc a de nombreux services dans d'autres disciplines que la psychiatrie, et pour lesquels nous sommes amenés parfois à donner des avis sur des patients en fin de vie qui émettent le souhait d'en finir avec leur thérapeutique. Et souvent, il nous est demandé d'évaluer si on se situe dans un contexte psychiatrique, c'est-à-dire qu'il y a une comorbidité psychiatrique telle un état dépressif associé à la maladie. D'ailleurs, pas mal de traitements peuvent influer sur le psychisme des patients. La maladie en tant que telle qui évolue peut impacter sur le psychisme, mais il peut y avoir en plus un trouble psychiatrique associé. Donc, dans ces mesures-là, parfois c'est compliqué, et parfois, ça m'est arrivé aussi, d'avoir des demandes qui étaient de pouvoir... entre guillemets, rebooster des patients en fin de vie pour leur proposer une ligne thérapeutique supplémentaire, comme si le psychiatre avait le pouvoir de pouvoir redynamiser ou de pouvoir... voilà. Donc là-dessus, et je pense que c'est toute la problématique, c'est que je n'ai pas vraiment de solution. Par contre, beaucoup d'interrogations. Je pense que c'est un peu la place des médecins dans ces débats-là, c'est de pouvoir confronter les opinions à leur pratique clinique quotidienne. Et après, pour en finir avec ça, c'est vraiment pour la question de la notion de liberté, du libre arbitre face aux phénomènes évolutifs que sont donc la vie, la mort, etc. Et cette notion de libre arbitre, pour moi, est parfois un peu questionnante en tant que telle. Mais alors, ce qui veut dire que le médecin a un rôle très important à jouer, c'est ce que vous dites en fin de compte. Parce qu'on dit, après tout, c'est l'individu qui doit décider. Non, il faut quand même avoir un regard. Est-ce que c'est un dépressif? Est-ce que c'est une difficulté momentanée? Je pense que le médecin ne peut pas s'extraire de ce débat-là. Je ne sais pas ce que vous appelez médecin, mais en fait, que ce soit dans la fin de vie ou dans la procréation, à l'heure actuelle, on est quand même dans une notion de technicisation du processus vivant, quel qu'il soit, et auquel on demande aux médecins, qui sont peut-être au moment les porteurs d'une vérité scientifique, de pouvoir donner un avis sur l'état d'avancement et la capacité à un individu soit de vivre et donc de créer la vie, soit au contraire d'y mettre fin. Avec aussi toutes les représentations que chaque médecin a dans sa pratique quotidienne de ces moments particuliers. Donc
Pour moi, justement, là aussi, je rejoins tout à fait. Tout l'intérêt que les comités consultatifs d'éthique se situent dans un champ sociétal est très important. Après, c'est aux médecins de se conformer aux choix de société. Et donc là, se posera aussi la question de la clause de conscience. C'est-à-dire que, à partir du moment où la société fait des choix de prise en charge d'elle-même, comment le médecin, qui ne partagerait pas ces choix sociétaux, peut s'y soustraire, et a-t-il le droit de s'y soustraire? Mais je pense qu'en tant qu'individu, c'est très compliqué. Après, on sait aussi que l'accompagnement des professions de santé face à ce type de situation de fin de vie est aussi important, parce que justement, quand on peut être amené à travailler dans des services qui côtoient la fin de vie quotidiennement, l'image qu'on peut en avoir peut être altérée justement du fait d'être complètement imprégné de cet environnement-là, et nécessite parfois un peu de recul. C'est Marcel Ruffo qui disait, pour faire la psychiatrie, il faut être optimiste si on ne porte pas un peu de dynamisme vers l'avenir. Il y a un micro. Moi, c'était plus tout ce qui était soins palliatifs. Bien sûr. Oui. Non, mais, alors, Jean-François Delfassier, est-ce que vous pensez que votre conclusion, votre rapport va dire qu'il faut aller plus loin dans la loi Leonetti? Sujet polémique, sujet difficile. La ministre Agnès Buzyn commence un petit peu à s'en éloigner. Quelle est votre position? Quelle sera votre méthode, là encore? Alors, d'abord pour dire en effet que sur ces sujets complexes, on a tous un vécu personnel qui fait que l'objectivité est difficile à atteindre. Il vaut mieux le reconnaître. Puisque on citait le Kremlin-Bicêtre. Moi, je suis arrivé comme chef de service en médecine interne immuno-infectieux à Bicêtre en 92. J'avais à l'époque dans le service 120 décès par an de sida. 120 décès par an. Vous imaginez que, et c'était la phase la plus noire, avant l'arrivée des trithérapies. C'était évidemment une série pour animer une équipe, une équipe soignante, à la fois de l'infirmière, mais aussi de l'aide-soignant, pour arriver à avoir des chocs pareils. Il a fallu faire des constructions d'équipes qui étaient extrêmement fortes, et on a été amené à prendre un certain nombre de décisions, bien sûr, en notre âme et conscience, partagées bien sûr, mais on a été amené à les prendre. Mais c'est fini, c'est fini. La jeune génération de médecins, il y a une loi maintenant, elle veut être encadrée, les choses ont changé, et il faut qu'on arrive à l'encadrer, peut-être trop, j'en sais rien, mais en tout cas elle le demande. Alors, sur l'aspect fin de vie, moi je retiens 3 choses des États généraux. La première, c'est que l'ensemble des Français qui s'est, en tout cas, manifesté dans les États généraux, considèrent que la fin de vie n'est pas prise de façon et gérée de façon optimale dans notre modèle français. Il y a un regard critique sur ce qui se passe actuellement sur la fin de vie. Le deuxième élément, les Français sont quand même pas fous, Ils disent que la majorité quand même des fins de vie, ce qui est comme, et rappelons-le, c'est la fin de vie des personnes du 4e âge. Et donc ça rejoint le problème, finalement, des conditions de prise en charge dans les EHPAD et la relation entre les EHPAD et les urgences. Au Kremlin-Bicêtre, j'ai dirigé les urgences pendant une certaine période. Et ça reste d'actualité, malheureusement. Le problème majeur, c'est quand même des femmes, souvent d'ailleurs, très avancées en âge, qui arrivent des EHPAD qui ne les prennent pas en charge pour la fin de vie pour des raisons X et Y, qui arrivent aux urgences, les services hospitaliers ne les prennent pas en charge parce que ce n'est pas leur malade, entre guillemets, et le malheureux urgentiste qui est déjà débordé se retrouve à avoir géré des fins de vie dans un couloir et derrière un paravent. Ce n'est pas acceptable, on ne peut plus accepter ça. Les vieux meurent sur des brancards. Et une partie, en tout cas, et en tout cas, on peut mieux faire. Le troisième élément que donnent les Français dans les États généraux, c'est que la loi Claes-Leonetti n'est ni connue ni appliquée à la fois au niveau des soignants et des équipes soignantes. Sur KB, c'est frappant, selon le service dans lequel on est. Moi, j'avais fait ma petite enquête. Il y a des connaissances de la loi Claes-Leonetti qui est extrêmement variable. C'est d'autant plus étonnant que M. Leonetti, notamment, se dépense beaucoup. Mais oui, nous l'avons reçu récemment ici. Mais ça veut dire qu'il faut faire plus encore, et c'est clair au niveau des équipes soignantes. Et les équipes soignantes disent, mais laissez-nous nous emparer de la loi Claes-Leonetti. Et il faut dire aussi que les équipes soignantes, c'est souvent les soignants, et que les médecins et qu'un certain nombre de chefs de service sont en retrait et se protègent un peu, et que c'est la jeune génération de médecins, je compte sur vous, pour faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'on vous a confronté. C'est très bien. Mais la loi Leonetti a des faiblesses quand même, parce que endormir pour mourir sans souffrir... Vous me demandez ce que j'ai entendu dans les États généraux. J'ai entendu,
On peut mieux faire, j'ai entendu. La loi Claes-Leonetti n'est ni connue ni appliquée. Et troisièmement, de la part des professionnels de santé, laissez-nous utiliser cette loi. Et après, il y a scission. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Français qui veulent aller plus loin sur 69%, le suicide assisté et l'euthanasie, et puis il y en a un certain nombre qui ne souhaitent pas aller plus loin. Et après, ça sera une vraie discussion autour de ça. Oui, vous avez vu d'ailleurs l'intervention récente du député Touraine qui s'occupe de fin de vie. Moi, j'ai une dernière question, enfin deux, et puis on va bientôt clore. Philippe va clore notre débat. Posez votre question, Pascal. Sur N'hésitez l'Europe. L'Europe. Pourquoi ne peut-on pas réfléchir, enfin on a quelques doutes, mais l'importance en réalité de discuter de ces questions d'éthique, de bioéthique au niveau de l'Europe. On voit que les Italiens vont mettre des mouvements d'extrême droite au pouvoir, risque. On voit qu'en Irlande, ils ont eu peut-être une réaction, enfin je prends parti, peut-être favorable. Enfin, on voit que les Polonais, les médecins polonais ne font pas d'avortement, etc., etc. Comment, en réalité, ne réglera-t-on pas ces problèmes si on ne réagit pas ou si on ne réfléchit pas au niveau européen? J'aurais bien aimé, mais je ne sais pas si on arrivera à vous interroger sur la génomique quand même, et notamment jusqu'où peut-on aller? Alors, est-ce qu'il y a une vision européenne? Alors, allez-y, et puis on va bientôt... Alors moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé. La science, elle est internationale, elle n'a pas de frontières, et l'éthique a des frontières. Et pourquoi? Et pourquoi des pays qui ont finalement une vision culturelle, par exemple avec une culture catholique comme l'Espagne et la France, ont des positions aussi différentes sur la fin de vie et sur la procréation assistée? Je n'ai pas la réponse. Sachez qu'on a monté là depuis maintenant un an une série de réunions avec quelques grands comités d'éthique européens, UK, l'Allemagne, l'Autriche, et qu'on souhaite aller plus loin. Je crois qu'en tout cas, il y a une vraie vision, et on va rejoindre la loi. C'est pas mon job la loi, mais j'ai le droit quand même d'émettre quelques opinions. Il y a une vraie vision pour la France. Non pas que la France soit meilleure que les autres, c'est pas ça le problème. Mais il y a une vraie volonté politique, me semble-t-il, des politiques actuelles, de porter cet aspect de la bioéthique. Et qui a là une vision, je dirais, un peu internationale sur quelques grands sujets et sur des nouveaux sujets, en particulier sur la place du patient dans le système numérique, enfin, des choses qui n'ont jamais été abordées et sur lesquelles, je dirais, il y a une vraie possibilité d'avoir une vision française qui porte ça avec une vision européenne. Ça vient des parlements, pardon, ça vient du ministère des parlements. Parce que ce qui est très intéressant, c'est la RGPD, le règlement général de protection des données, qui est européen. On reçoit tous sur nos applications, attention, on met à jour notre fichier. Est-ce que ça, c'est pas assez extraordinaire au niveau de l'Europe? C'est les données de santé, ça fait partie de votre réflexion. Est-ce que, pour répondre à la question de Pascal, est-ce que ce n'est pas déjà une ligne importante et une prise de conscience importante? Si, bien sûr, on est là beaucoup dans le réglementaire et dans le suivi du réglementaire, mais considérons ça comme une avancée très positive et flottons sur la vague pour aller sur d'autres choses. Vous avez rencontré, Monsieur Delfrécy, vos collègues du Comité national d'éthique polonais et hongrois? Non, je ne les ai pas rencontrés. Et autrichiens? Autrichiens, oui. Ouais. Autrichiens, oui. Bon, ils ont pas été... mais vous savez, on a en France quelque chose de relativement solide sur les comités d'éthique. Ce n'est pas parce que je le dirige, mais c'est une réalité. C'est pas partout pareil. Je rappelle que le comité d'éthique d'une très grande nation que sont les États-Unis, qui est un comité d'éthique de conseil direct vis-à-vis du président des États-Unis, eh bien mon collègue qui le dirige, qui est aussi quelqu'un issu du SIDA, et que je connaissais très bien avant, s'est fait convoquer il y a maintenant 8 mois par le président actuel des États-Unis pour lui dire « je suis ravi de vous connaître et je ne vous réunirai pas pendant toute ma présidence ». Donc ça veut dire que la réflexion bioéthique, y compris dans une très grande démocratie, et c'est passager. Pourquoi il a dit... J'en sais rien, je vous donne l'info. C'est quelque chose de fragile. Ah ouais. Merci, vous avez vu le film de Guillaume Honoré, le dernier film? Vous l'avez vu? Je ne sais pas quel est le titre. Bon, alors on va passer. Monsieur Delfrécy, sur le sida, vous avez vu le dernier film? Oui, bien sûr. Oui, Oui. 120 battements par minute. Non, le dernier de Honoré, non, vous ne l'avez pas vu? Merci Pascal de votre intervention de conclusion. Aimer, plaire et je sais pas. Aimer, plaire et courir, vous l'avez vu? Non? Allez le voir, c'est sympa. Merci Pascal. Juste les prochains thèmes du Conseil national d'éthique, c'est quoi votre prochaine réflexion pour conclure? Alors c'est qu'est-ce qu'on fait après la révision de la loi et comment on construit l'information bioéthique pour les citoyens de notre pays, pas seulement one shot tous les 7 ans, mais comment on va poursuivre ça avec un effort, je dirais, sur les années qui viennent.
Et comment on peut probablement essayer de monter de l'expérimentation bioéthique, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par la loi, eh bien, on passe par une ouverture sur certains sujets et qu'on l'évalue, parce que c'est ça qui me frappe, c'est qu'il y a des évaluations qui sont possibles. Merci, merci Emmanuel Hob, merci Jean-François Delfrécy. On y voit un peu plus clair, on voit les perspectives. Pascal, vous savez, Philippe, que les grands hommes parlent d'éthique et les petits hommes d'étiquette. On aurait pu s'en passer. Merci à nos partenaires BVA, Carte Blanche, Groupe Astur Mutualité, Intermutuelle Assistance, MSD et Point Vision. Merci à Emmanuel pour la prise de vue, le son et ses équipes. Merci Pascal, merci Renaud et merci à Françoise Millet, la cheville ouvrière de tout cela. Et le prochain débat fin juin, ça sera bien évidemment un débat politique après la déclaration du président de la République sur le plan de transformation de notre système de santé. Bon retour à tous. Merci.